Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui et bienvenue dans cet épisode de King Talks qui est dédié aux personnes à la recherche d'un stage, d'une alternance ou d'un CDI en finance d'entreprise. Donc, vous connaissez le concept, hein. J'invite un professionnel de la finance pour qu'il partage ses expériences et nous vous conseillons pour que vous prépariez au mieux vos entretiens d'embauche en finance. Et à la fin de ce webinaire, on va organiser un entretien blanc pour justement mettre en pratique ces conseils et pour que vous voyez comment se déroule un entretien. Donc, dans cet épisode, on va vous aider à préparer au mieux vos entretiens d'embauche pour intégrer le private equity. Alors, pour expliquer rapidement, le private equity, c'est une forme d'investissement selon laquelle un investisseur va injecter des fonds propres dans une entreprise qui est non cotée pour l'accompagner dans son développement. Donc, l'investisseur va obtenir en échange une part de capital de la société selon son ticket d'investissement. Donc, son objectif, ça sera de sortir au bout de 4 à 7 ans et ainsi de réaliser une plus-value. De toute manière, on va en parler par la suite. Donc là, je suis ravie de vous présenter Jonathan Messas, qui est notre invité pour cet épisode de King Talks. Donc, pour le présenter, mais après, il se présentera un peu plus en détail. Donc, Jonathan possède une expérience de 4 ans en finance d'entreprise où il a occupé divers postes. Donc, ses premiers stages étaient en tant qu'equity analyst chez Rothschild et chez Société Générale. Puis, il a travaillé en banque d'investissement au sein de Citi, puis en private equity chez 3i Group et Ardian. Et par la suite, il a exercé donc chez Kinsight Capital en private equity et il a intégré en CDI le département capital développement de BPI France en private equity large cap. Donc, il vous en parlera plus en détail, mais il investit des fonds propres en direct dans des PME et des grandes entreprises avec des tickets de minimum 15 à 20 millions d'euros. Donc voici le programme de cet épisode. Donc chacun va se présenter. Je vais aussi me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Ensuite, je poserai des questions à Jonathan sur ses expériences professionnelles. On abordera ensuite la préparation aux entretiens d'embauche en private equity, où on va vous donner des conseils pour votre préparation. Donc moi, puisque j'ai conseillé accompagner des centaines de personnes dans la réussite de leurs entretiens d'embauche en finance, et Jonathan, qui vous accompagne, qui vous conseillera aussi parce qu'il a cette vision opérationnelle. Et je lui ferai passer un entretien blanc. Donc, il va mêler questions de motivation et questions techniques. Ensuite, on discutera de sa performance. Enfin, nous passerons à une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à noter vos questions. Vous pourrez les poser à la fin à Jonathan et moi-même. Alors, donc, avant que Jonathan se présente, quelques rappels sur Kingpact pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, moi, je m'appelle Soraya Kéredine, je suis la fondatrice de Kingpact. Donc, cette initiative est née justement du constat que les candidats ne sont pas suffisamment préparés pour leurs entretiens d'embauche, ce qui les empêche de décrocher les opportunités qu'ils ciblent et de réussir leurs entretiens d'embauche. Aussi, on a constaté que malheureusement, les conseillers carrière, pour ceux qui sont en école de commerce, manquent de connaissances spécifiques pour vous aider à décrocher des opportunités, mais aussi réussir vos entretiens d'embauche dans des domaines pointus en finance. Donc, Impact, c'est le premier organisme de formation qui est certifié Calliope, qui est issu d'un mémoire de recherche, qui vous coach individuellement dans la réussite de vos entretiens d'embauche. Donc, il y a des centaines d'enquêtes qui ont été menées auprès des recruteurs et des personnes en recherche d'emploi, ce qui nous a permis de mettre en place une méthodologie qui est très efficace pour vous aider à décrocher le job de vos rêves, notamment dans les domaines compétitifs de la finance où il est très important d'être accompagné. Vous le verrez par la suite quand on fera la session d'entretien blanc. Donc, nous, on vous propose des coachings individuels et personnalisés en recherche d'emploi. Donc, pour vous préparer votre CV, votre lettre de motivation, profil LinkedIn et mise en place de stratégies pour décrocher un maximum d'opportunités. Et on vous accompagne également pour réussir vos entretiens d'embauche, donc l'aspect fit et technique, donc avec notre réseau de professionnels de la finance. Et on a aussi des formations en ligne. Donc, historiquement, on était focalisé sur la finance d'entreprise, mais on a élargi à d'autres domaines d'activité, notamment en finance de marché.
Donc, on bénéficie d'un réseau de plus de 150 mentors, donc notamment des banquiers d'affaires ou d'autres professionnels de la finance qui peuvent vous accompagner pour réussir vos entretiens techniques en finance. Donc, à ce jour, on a coaché plus de 200 personnes et on a plus de 7000 personnes qui ont suivi nos formations, notamment sur Udemy. Et on a établi des partenariats avec des écoles et des universités. Donc, nos anciens élèves exercent aujourd'hui dans différentes sociétés telles que LVMH, Bank of America Merrill Lynch, Société Générale ou encore BNP Paribas. Donc voilà, donc ça c'est les différentes. Enfin, juste avant, j'avais oublié de me présenter avant de. Je vais me présenter assez brièvement, hein. Donc moi, je suis la fondatrice de Kingpact. Donc moi, à l'époque, j'ai eu un diplôme de l'EDEC en finance d'entreprise et banque et de Centrale Supélec. Donc j'ai 4 années de carrière en finance et mes 2 derniers postes en finance, c'était en fusion-acquisition chez Deutsche Telekom, un opérateur de télécommunications en Allemagne, et en audit financier chez Mazars. J'ai également de l'expérience dans l'enseignement à Centrale Supélec parce que j'ai notamment été tutrice de thèse pour les étudiants en finance. Enfin, j'ai accompagné des centaines de personnes à trouver leur voie et réussir leurs entretiens d'embauche. Donc, avant de passer à Jonathan qui va se présenter, donc ça, c'est nos différents cours sur Udemy, hein, et notre site internet. Donc, on en a 3, donc ils font partie des cours les mieux notés sur la plateforme. On a eu plus de 7000 participants. Donc, c'est des cours qui sont très utiles pour les personnes qui recherchent un poste en fusion-acquisition ou en private equity. On en parlera à la fin, mais justement pour vous remercier d'être présent et uniquement pour les participants à ce webinaire. Donc, vous aurez la possibilité de bénéficier gratuitement de ces formations. Je vous en dirai un peu plus à la fin. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la partie, enfin à Jonathan. Donc Jonathan, est-ce que tu pourrais te présenter, me parler un peu plus de tes expériences? Absolument, absolument. Merci beaucoup, Soraya, pour cette introduction et pour cette présentation. Et Merci. merci à tous les participants. Donc, voilà, pour me présenter aussi brièvement, moi, je viens en fait de la même école que toi. J'ai fait l'EDEC aussi. J'ai été dans le programme, j'ai fait le programme Grande École, dans la filière qui s'appelle Financial Economics, qui est une filière qui est totalement dédiée à la finance, qui se trouve à Nice. Avant cela, j'ai intégré l'EDEC via la prépa HEC et j'ai fait une première année à Dauphine en mathématiques appliquées. Ça ne m'avait pas plu et donc c'est pour ça que j'avais changé par la suite pour faire prépa HEC. Donc à l'EDEC, j'ai fait le programme Grande École et je me suis spécialisé en fin d'année en finance d'entreprise. Alors effectivement, pour reprendre mon parcours professionnel, mon premier stage, on pourrait y revenir évidemment plus en détail, mais mon premier stage on appelle ça le pré-master à l'EDEC, je l'ai fait chez Rothschild, donc en equity, en tant que equity analyst, effectivement. C'était en asset management, euh, D'accord. extrêmement intéressant. C'était une équipe qui avait une stratégie dite de long investor et en même temps aussi une stratégie de value investing. On pourrait y revenir, mais l'idée étant de effectivement investir dans des sociétés qui étaient plutôt large cap européennes et pour lesquelles on pensait qu'elles étaient sous-valorisées et pour lesquelles on pensait qu'elles pouvaient avoir de la valeur par la suite. J'ai postulé pour ma première partie de césure dans les stages de fusion-acquisition. C'est comme ça qu'effectivement j'ai atterri chez Citi en investment banking. 6 mois passionnants, 6 mois très intenses, très formateurs. Évidemment, on pourra aussi y revenir, mais voilà, je pense que c'était 6 mois durant lesquels voilà, j'ai pu voir beaucoup de choses, parce qu'en M&A, on voit beaucoup de choses, différents types d'opérations, à la fois des deals corporate, à la fois des deals de private equity et aussi une IPO. J'ai pu travailler sur l'IPO de la Française des Jeux. Ensuite, pour ma deuxième partie de césure, je suis parti en private equity, donc chez Troisy. Et là, effectivement, coup de cœur, je dois le dire. J'avais beaucoup apprécié le métier, les missions, les tâches d'un investisseur en private equity. Et c'est pour ça qu'à partir de cette expérience-là chez Troisy, j'avais voilà, la détermination de vouloir de travailler en private equity dès la sortie d'école, ce qui n'est pas évident. On pourra en parler évidemment. Et donc, en fin d'études, donc, quand j'ai été diplômé de l'EDEC, je suis parti, j'ai fait un stage chez Ardian Buyout, qui est l'équipe en fait large cap d'Ardian. Très intéressant, mais malheureusement, ils ne recrutaient pas. Et donc, j'ai été chez Kingsight pour passer
voilà, j'étais un CDD analyste, là encore 7 mois. Et finalement, j'ai décidé de rejoindre BPI France il y a 1 an et demi en tant qu'analyste dans l'équipe Large Cap, qui, comme tu l'as dit, est une équipe dans laquelle on a investi des tickets de minimum de 15-20 millions d'euros dans des ETI, PME principalement, voire des grandes entreprises, parce que parfois on peut mettre des tickets même allant jusqu'à 500 millions d'euros. On est une équipe généraliste, on est un investisseur minoritaire. On en reparlera aussi. Mais voilà, brièvement, voilà mon parcours à la fois académique et professionnel. D'accord, ok. Bah alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement quand tu as construit ton parcours, quand tu as choisi tes stages, pourquoi tu as d'abord commencé par l'equity research, après tu es passé par l'investment banking. Après, bon, investment banking, après private equity, c'est plutôt classique Plutôt d'avoir ce classique, ouais. parcours. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as voulu commencer par l'equity research et après, tu n'as pas voulu poursuivre en M&A, tu as préféré plutôt faire un CDI en private equity plutôt qu'un parcours classique, c'est-à-dire un CDI en M&A et après travailler en private equity? Alors, c'est une excellente question. En fait, de prime abord, bon, moi j'étais assez jeune, il faut le dire, intéressé par la finance. Et bon, généralement, quand on est jeune, quand on pense finance, on pense plutôt finance de marché. On n'a pas Mm. forcément en tête tous les différents métiers qu'on a en finance. Moi, je ne connaissais pas très bien, je ne connaissais même pas du tout c'était quoi le M&A, je ne savais pas c'était quoi le private equity. Pour moi, la finance, c'était les salles de marché, Wall Street. Et donc, ma première expérience, naturellement, c'était de me dire, bon, bah, j'aimerais bien chercher un endroit où je peux effectivement rejoindre une salle de marché. Et effectivement, alors, je ne l'ai pas mentionné parce que, en fait, Equity Research à la Société Générale, c'était même avant Dauphine, c'était en terminale. Hein, oui, c'était en terminale. Donc, c'était vraiment un premier stage d'observation que j'avais pu faire. C'était 3-4 semaines. Je connaissais une personne qui travaillait là-bas. Elle a été très gentille. Elle m'a accueilli. Et donc, voilà, c'était vraiment un stage plutôt d'observation. Et je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant, salle de marché, mais ce n'était pas exactement comme je l'imaginais. Et donc, de fil en aiguille, mon premier vrai stage, c'était donc mon stage de pré-master chez Rothschild, qui était là encore de la finance de marché, parce qu'en fait, dans la finance de marché, comme dans la finance d'entreprise, il y a un côté sell-side, il y a un côté buy-side. Je Mhm. m'explique. Dans le côté buy-side, c'est-à-dire l'asset management, ce sont les gens qui ont des fonds qui investissent directement dans les entreprises, alors que du côté sell-side, ce qu'on appelle aussi les brokers, par exemple, il y a les banques comme Société Générale, comme UGT, BNP, Goldman, Morgan Stanley, bref, sont aussi donc ce qu'on appelle equity research, ce sont des brokers qui, eux, vont rédiger des notes pour justement les investisseurs et en particulier ceux qui sont en asset management. Et donc, moi, j'ai fait du sell-side donc j'étais dans l'équipe de brokerage à la Société Générale. Je suis ensuite passé chez Rothschild en asset management. Et là, c'était hyper intéressant parce que du coup, j'étais côté investisseur. On travaillait sur les dossiers. On avait pu travailler à l'époque sur le dossier Casino, qui était un dossier vraiment assez important. J'ai pu travailler sur d'autres types de boîtes qui étaient encore une fois des large cap européennes avec cette stratégie dite de value investing. Je pouvais commencer à travailler sur des notes d'investissement et je participais à des comités. Alors évidemment, je ne pitchais pas encore, j'étais tout jeune, mais je participais à des comités d'investissement et donc c'était passionnant. Mais je me suis rendu compte aussi d'un truc, et c'est comme ça que j'ai fait la transition vers la finance d'entreprise. Et quand on est en finance de marché, eh ben, en fait, il y a une certaine distance avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'investisseur en fait, en asset management, nous, on va investir dans des actions, mais donc on n'a pas accès à tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. On a un accès au management, évidemment, mais qui se font durant des management presentations qui sont plutôt formelles et durant lesquelles on échange sur la société, mais on n'est jamais de facto, on n'a jamais, les commandes de l'entreprise. On est très rarement au bord de ces sociétés-là. Ça dépend des fonds, les grands fonds type BlackRock, Vanguard, etc. Ils sont tellement importants, qu'ils mettent des tickets tellement importants qu'ils rentrent dans les conseils d'administration de ces sociétés-là. Mais dans la plupart des cas, en asset management, comme ça c'est aussi le cas en equity research, de facto, eh ben, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de distances réglementaires entre les entreprises et ces opérateurs-là. Donc, je me suis dit, mais en fait, moi, j'aime beaucoup le monde de l'entreprise. J'aimerais pouvoir y voir de plus près comment ça se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et j'avais entendu dire, et je le voyais même quand j'étais chez Rothschild, parce que Rothschild
historiquement sont très connus pour leur métier de fusion-acquisition, moins pour l'asset management, même si l'équipe d'asset management est aussi très performante. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, découvrir qu'est-ce que la finance d'entreprise. Et la finance d'entreprise, là encore, il y a un côté sell-side, il y a un côté buy-side. Le sell-side, c'est les conseils, c'est-à-dire c'est le M&A. En pratique, c'est les banquiers d'affaires, vous avez peut-être déjà dû entendre parler, c'est-à-dire Rothschild, Lazard, les banques aussi américaines comme Goldman, Citi, etc. Et on a le buy-side qui sont eux, qui est le private equity et qui sont donc du coup les investisseurs. Donc même logique. Historiquement, en fait, ce qui se fait, c'est ce que tu as dit, Soraya, c'est qu'en fait, pour rentrer dans le private equity, on a besoin de faire des expériences en général en amont dans ce qu'on appelle le sell side. Donc, c'est-à-dire le M&A, classiquement. On peut aussi faire du conseil en stratégie, on peut faire aussi du TS. On pourra y revenir sur les différents moyens pour accéder au private equity. Quoi qu'il en soit, en général, c'est bien de commencer par un stage en fusion-acquisition. Et moi, de toute façon, je ne connaissais pas c'était quoi le private equity. Et donc, j'ai postulé dans plusieurs banques pour ce premier stage, cette première partie de césure en M&A. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre Citi, qui est une banque américaine, une des plus grandes banques au monde. Et donc, c'était à Paris, dans les bureaux de Paris. Et il faut le dire, j'avais eu un peu de chance parce que c'était une période durant laquelle l'activité était assez dense et durant laquelle Citi était vraiment tout en haut des league tables, c'est-à-dire ceux qui faisaient le plus de deals. Et donc là, 6 mois de M&A intense et formateur, comme je l'ai dit en introduction, parce que le M&A, c'est une super école. Voilà, moi, je le répète et je le dis, et je signe. Le M&A, c'est une super école, en tout cas pour un premier stage, parce que déjà, les équipes sur place sont formées pour justement entraîner et permettre aux étudiants de justement acquérir des compétences à la fois des hard skills et des soft skills, mais surtout des hard skills en fait, en termes de présentation, en termes de modeling, etc. Très important. Et donc, ça nous permet d'avoir des bases vraiment fortes. En termes de deal flow, en termes d'horaire, c'est la problématique du M&A, mais les horaires sont importants. Mais qui dit horaire important dit la possibilité de mieux se former, évidemment. Et donc, ça, on est clairement servi en M&A. Et donc, en pratique, moi, 6 mois, j'ai pu travailler sur 2 deals, beaucoup sur l'IPO de la Française des Jeux. Il y a eu un deal sell-side, c'était la vente de DRT par Ardian à Firmenich. Là aussi, un très gros deal qui faisait des milliards. C'était ça, plusieurs milliards. Et donc, in fine, c'était passionnant. En plus, l'environnement international d'une banque américaine, c'était extrêmement enrichissant. Mais après ces 6 mois, je me suis dit, j'ai fait mes 6 mois de M&A, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai, le rythme est un peu soutenu. Lorsque j'étais sur le deal DRT, nous on conseillait en fait Ardian, et c'est là où en fait je me suis rendu compte que de ce nouveau ce domaine que je ne connaissais pas, qui était le private equity, je me disais mais en fait c'est hyper intéressant aussi d'être de ce côté-là. De ce côté-là de la barrière, si je puis dire. Et c'est comme ça que, pour ma deuxième partie de césure, et puis c'est vrai, comme tu l'as dit, Soraya, de manière assez classique, on voyait les profils qui faisaient du M&A, ils faisaient un expérience en private equity, donc je me suis dit, pourquoi pas postuler en private equity. Donc c'est comme ça que j'arrive chez Troisi, et on va y revenir. Mais voilà, c'est comme ça que quelles ont été les expériences qui m'ont amené finalement au private equity aujourd'hui. D'accord, de toute manière, on va en venir plus en détail, on va parler plus en détail des missions. Donc là, on voit vraiment que il y a plusieurs parcours. Donc là, ça vous permet de voir que vous pouvez tout à fait commencer par un CDI en private equity. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible quand on a eu les expériences, au moins un stage en M&A. Alors, donc là, on va en venir maintenant, on va aller plus en détail dans les différentes expériences professionnelles qu'a eu Jonathan. Donc, ce serait intéressant que tu nous expliques un peu plus, on n'a pas beaucoup de temps, donc en moins de 5 minutes, d'expliquer un peu les missions que tu as eues durant tes différents postes pour que les participants puissent comprendre vraiment ce qu'on fait quand on travaille en tant qu'equity analyst et investment banking et private equity. Déjà, est-ce que tu peux expliquer la différence, quelles sont les différentes missions, et après nous dire à la fin celles qui t'ont le plus plu et pourquoi. Voilà. Non, très clair. Je pense qu'effectivement, il y a une différence. Alors, en tant que stagiaire, donc déjà, pour commencer avec le private equity,
Je pense que là, les attentes qui vont être importantes, c'est de pouvoir justement faire rechercher un maximum d'informations sur une société qui est de facto non cotée. Donc, il y aura un important travail de recherche sur des bases de données qui sont relativement limitées parce que, encore une fois, les sociétés sont non cotées. Donc, voilà, ça c'est la première tâche de base, je dirais, pour un stagiaire en private equity, c'est effectivement de pouvoir récupérer cette info-là. Il y a après, c'est toute la partie production de la note de comité qui est assez importante et pour lesquelles voilà, il faut. Donc ça, je parle des tâches pratiques pour lesquelles il va falloir produire et présenter par la suite au comité. Et puis à la partie aussi Excel, donc la partie valorisation, business plan et voilà principalement, et sur laquelle aussi on va attendre le stagiaire, notamment en particulier plutôt sur la partie valorisation. Je pense que la différence effectivement avec le M&A et le private equity, et je reviendrai après l'equity analyst, même si fondamentalement l'equity analyst, c'est-à-dire le métier d'investisseur en asset management, est assez on va dire ressemblant à ce qu'on fait en private equity parce que ça reste de l'investissement. La différence, c'est qu'en fait, les objets ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en asset management, encore une fois, on va investir dans des sociétés cotées. Qu'en private equity, on va investir dans des sociétés non cotées. Et donc, l'analyse et le process de transaction, si je puis dire, est assez différent, mais je vais y revenir. Donc, entre le private equity et l'investment banking, la vraie différence, c'est que dans le private equity, en tout cas en tant que, je parle de stagiaire et même, on va dire, analyste, c'est-à-dire qu'en investment banking, on va demander de produire. La principale fonction et mission, en tout cas pour un stagiaire, c'est de pouvoir délivrer, de produire, parce que les deadlines sont resserrés, parce qu'il y a beaucoup de projets, et on va demander de produire vite et bien. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, ça nous permet voilà, de développer des compétences, des hard skills, encore une fois, à partir de PowerPoint, Excel, etc., qui sont vraiment donc des méthodes de travail qui sont vraiment efficaces, mais on aura moins le temps et en tout cas, on demandera moins aux stagiaires et ou à l'analyste de pouvoir réfléchir, analyser et avoir le recul nécessaire sur l'analyse d'un dossier. Parce qu'en M&A, on a moins le temps, encore une fois, et c'est plutôt des sujets high level qu'un associé va commencer à réfléchir, notamment sur la présentation, etc. Et évidemment, le VP, le directeur, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment une différence assez fondamentale entre le private equity et le investment banking, parce que le private equity, on a plus de temps d'analyser les documents qu'on reçoit, notamment les due diligence qu'on va récupérer, parce que en fait, alors je ne sais pas à quel point les gens connaissent ici le monde de la transaction, mais en fait, typiquement, dans le monde de la transaction du private equity, voilà, classiquement, il y a deux phases. Il y a une phase 1 durant laquelle les potentiels acheteurs sont conviés, pendant laquelle les banquiers, donc c'est-à-dire qui vont conseiller la société qui va être vendue, vont envoyer un memorandum, c'est-à-dire une présentation qui fait à peu près, ça dépend, mais 80-100 pages, et pour lesquelles les investisseurs potentiels vont commencer à analyser. Et sur la base, sur cette base-là, ils vont envoyer ce qu'on appelle une LOI, qui est une lettre d'intention, une offre non-binding qu'on appelle, et en fait, qui est une offre pour laquelle on indique un prix de l'actif sans pour autant s'engager sur cette acquisition-là. Une fois que les lots sont déposés, il y a une sélection des acteurs, et par la suite, si on est pris dans la phase 2, on pourra à la fin d'une deuxième phase de due diligence, où il y a la data room, il y a effectivement plein de prestataires qui sont et des conseils qui vont nous accompagner pour analyser en profondeur et dans le détail la boîte, et c'est comme ça qu'à la fin, on rend une offre ferme et que la transaction se fait, ou pas d'ailleurs. Alors ça, voilà, ça on a le temps de le faire, de l'analyser lorsqu'on est investisseur en private equity, alors que lorsqu'on est en investment banking, lorsqu'on est du côté du conseil, on va surtout effectivement essayer on va travailler sur la logistique, donc il y a une partie aussi logistique pour effectivement envoyer des bons documents et voilà, organiser correctement et convenablement la transaction. Et il y aura toute la partie effectivement en amont de préparation, c'est-à-dire du drafting de l'IM, des exercices de valorisation préliminaire pour valoriser et donc donner le prix à l'actif à lequel on va vendre. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on va plus attendre en investment banking et equity analyst, c'est ce que j'expliquais, mais
c'est vraiment sur l'aspect côté. Donc là, on va beaucoup analyser les notes de broker, faire des meetings avec le sell side, c'est-à-dire avec des brokers qui vont conseiller, qui sont des experts sur le secteur, et se forger une conviction aussi, aussi importante sur les aspects macroéconomiques, parce que quand c'est des objets cotés, eh ben, les facteurs macroéconomiques, et donc qui ne sont pas uniquement liés à l'entreprise, jouent aussi beaucoup dans la performance des investissements. Et ça, et je conclurai sur ça, c'est aussi une différence entre le monde de la finance de marché et la finance d'entreprise. Alors, finance de marché, l'aspect macroéconomique, c'est-à-dire les taux d'intérêt, l'inflation, les news géopolitiques sont très importantes, voire plus importantes que les fondamentaux des sociétés dans lesquelles on investit, alors que dans le private equity, évidemment que ces facteurs-là sont importants, mais ce qui prime et ce qui est le plus important, c'est la qualité, c'est les fondamentaux, c'est ce qui est vraiment propre à l'entreprise, et c'est vraiment ce qu'on analyse versus un equity analyst qui va avoir une vue un peu plus globale sur l'économie, sur la société. D'accord. C'est très clair. On va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il faudra qu'on passe à la partie sur la préparation aux entretiens. Bien sûr. Mais c'est très clair. En même temps, tu as eu quand même des expériences différentes, donc c'est très intéressant. Et n'hésitez pas à noter vos questions pour la fin, hein, si vous avez des questions et que vous voulez qu'on rentre plus dans les détails sur les différentes missions. Alors, donc tu as quand même travaillé en private equity dans différentes sociétés. Ouais. Tu as été chez 3i Group, Ardian, Kinside Capital et maintenant chez BPI France. Donc là, ce serait intéressant que tu nous expliques un peu tes expériences, comment elles ont, la différence entre chacune des entreprises où tu as exercé en termes de mission, en termes de deal, et te focaliser bien sûr un peu plus sur la BPI, vu que c'est là où tu travailles aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, commençons peut-être par BPI France, effectivement. Donc, BPI France, comme je vous l'ai expliqué en introduction, moi, je suis dans l'équipe large cap. BPI France, il y a trois départements. Il y a un département qui est le département financement, qui va, ce que vous connaissez peut-être tous, hein, qui va fournir des financements type BFR, PGE à des entreprises. Il y a le département innovation qui va aider les entreprises, notamment les startups, donc les nouvelles entreprises pour l'amorce et le développement de celles-ci. Et il y a la partie capital développement. Et la partie capital développement, c'est il y a là on entend. Est-ce que ce serait possible de couper le micro parce que on entend. Ouais. Donc je sais pas si je peux couper directement. Bon. Ah voilà, c'est parfait. Voilà. Et du coup, il y a la partie capital, le département capital développement, et c'est le département où la BPI, au travers de différents fonds, va investir des capitaux propres directement dans les entreprises. Et moi, je fais partie de l'équipe large cap. Donc, il y a différents types d'équipes. Il y a la large cap, mid cap, small cap, des fonds aussi thématiques, et qui, en fait, pour simplifier, se différencient par la taille de ticket. Et donc, comme tu l'as dit, Soraya, très justement, nous, on a investi des tickets minimum de 15 millions d'euros dans des entreprises ETI, PME, généralistes, et on est un acteur, ça c'est important, parce que je vais vous faire la différence avec les fonds précédents, c'est un investisseur qui est minoritaire. Minoritaire pour autant actif, c'est-à-dire que automatiquement, ou quasi automatiquement, on va demander une place au board, au conseil d'administration, pour effectivement donner notre avis, pouvoir apporter de la valeur, parce que BPI, c'est quand même, c'est une société qui est assez unique dans le paysage français, dans l'écosystème français. Et donc, on a cette identité-là d'être au centre, effectivement, de l'écosystème français et d'avoir donc un deal flow qui est unique en France, en Europe et je dirais même au monde, parce que une récente étude nous a classé numéro 1 mondial ou peut-être numéro 2 en termes de nombre de transactions réalisées en private equity, et je crois que c'est derrière Blackstone si je ne me trompe pas. Donc en termes de deal flow et en termes d'exposition et de place dans l'écosystème français, c'est assez unique. Et nous ce qu'on fait en pratique, donc, on va investir aux côtés souvent de fonds qui sont majoritaires. Parfois, on s'associe à des familles qui veulent ouvrir leur capital de manière en minoritaire. Et donc, on va instruire les dossiers main dans la main en consortium avec d'autres fonds. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que effectivement, on va travailler avec des profils
assez divers. Et donc, on va essayer d'instruire ce dossier-là. Mais même si on est minoritaire, on essaie toujours d'avoir une analyse qui est, enfin, ce que j'ai vu en tout cas depuis que je suis arrivé, qui est assez ressemblante à ce qu'on peut se faire dans les fonds majoritaires. Donc ça, c'est assez clair. Et dans le suivi, comme effectivement, eh bien, on a une place au board, eh ben, on va essayer de donner notre avis et à la fin, essayer de développer la société pour la vendre. En général, l'horizon d'investissement est de 4-5 ans. Donc ça, c'est vraiment BPI, ce qui est spécifique à BPI. Donc un deal flow très important, un rôle assez central et investisseurs minoritaires dans les ETI, PME en direct, et les performances du fonds et la dynamique, la croissance des équipes et des investissements est vraiment très importante. Les autres fonds, et là c'est comme ça que je split en fait la catégorie, c'est-à-dire qu'Insight, Ardian 3i, ce sont des fonds majoritaires. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des positions contrôlantes dans les entreprises dans lesquelles elles investissent. Et donc, la différence entre ces trois fonds-là, elle est assez simple. C'est par rapport à, en fait, à la valeur cible des entreprises, le ticket cible investi. Keysight, alors, c'est la double particularité, c'est que Keysight Capital est spécialisé dans la tech et la santé. Donc, eux, ils font que ça. Ils sont excellents dans ça. Ils vont investir. Alors, ils viennent de lever un fonds de 3 milliards d'euros donc, ou de dollars, mais en tout cas, la taille des entreprises va certainement être amenée à grandir. Mais en tout cas, le cœur cible, c'est les entreprises qui ont une valorisation entre 50 et 500 millions d'euros. Voilà. Donc, on est plutôt sur du SMID pour Keysight, c'est-à-dire SMID, Small et Mid. Pour Ardian, j'étais dans l'équipe Buyout, dans l'équipe Large Cap, et donc là, comme son nom l'indique, eh bien, on va uniquement investir dans les entreprises Large Cap. Généralement, c'est à partir de 500 millions d'euros de valeur d'entreprise et jusqu'à plusieurs milliards d'euros. Et puis 3i, qui est un fonds anglo-saxon, qui est basé à Londres, qui a aussi des bureaux à Paris. Eux, ils ont une particularité assez importante, c'est un fonds coté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ou très peu de fonds tiers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des LPs qui vont donner leur argent pour lequel ils vont investir, mais en fait, ils ont leur propre fonds. Et donc, ils investissent ce qu'on appelle en bilan propre. Et donc, eux, effectivement, ils sont plutôt sur le positionnement mid et c'est en cela qu'ils sont aussi différents de Radian, Insight et BPI France. Voilà les différentes caractéristiques de ces fonds-là. En tout cas, c'est très clair. Et là, j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat sur les deals de la BPI, mais on verra ça à la fin parce que vous avez vraiment un gros portefeuille d'entreprises. Donc, j'ai vu Valeo, Worldline. Donc, on en parlera à la fin. Donc. Avec plaisir. Alors, maintenant, on va passer à la partie qui concerne la préparation aux entretiens d'embauche, donc notamment en private equity. Donc, on va se focaliser que sur le private equity et pas sur la banque d'investissement. Est-ce que tu peux me dire, quand tu as passé tes entretiens chez BPI, quelles étaient les questions qu'on te posait assez régulièrement? Vous verrez un exemple d'entretien blanc à la fin. Bien sûr, je pense que ce n'est pas spécifique à BPI, mais en général, il y a deux parties dans l'entretien de private equity, comme ça l'est le cas aussi en M&A, mais on va voir, il y a des spécificités quand même en private equity. On a une partie fit et on a une partie technique. Donc, sur la partie fit, on a les questions usuelles, le parcours, la motivation. Ce qui est hyper important, et voilà, je pense que c'est vraiment important de le souligner, c'est que la motivation et la compréhension du métier sont vraiment importants lorsque on fait passer un entretien à un stagiaire ou même à un analyste. Bon, même si on pense qu'un analyste, a priori, il a les expériences qui font qu'il comprend le métier. Mais en tout cas, pour un stagiaire, avoir les idées claires sur qu'est-ce que le métier et quelles sont les missions et quels sont le rôle du private equity, mais aussi des autres acteurs et des parties prenantes dans une transaction, c'est assez important. Donc, on a une partie assez importante de suite sur cette motivation-là et aussi sur l'expérience. Et ça, c'est très important dans le private equity, l'expérience passée. Et c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'en général, les profils qu'on va regarder en private equity, c'est des gens qui ont déjà eu des expériences en sell side ou alors même en private equity, mais c'est rare de faire une première expérience, un premier stage en private equity, en tout cas dans les fonds
Mmh. Voilà, avec dans certaines structures de fonds qui sont assez importantes. Donc, voilà, le fit, c'est une partie qui est clé et pour moi qui est vraiment essentielle en private equity, savoir raconter ses deals parce qu'en fait, lorsqu'on va raconter ses deals, eh ben, il y aura aussi, l'intervieweur va pouvoir très bien rebondir sur les aspects techniques de ces opérations-là. Donc, le fit, parfois, se confond aussi avec la partie technique. Mais ensuite, il y a une partie qui est vraiment spécifique à la technique. Il y a les questions de base qu'on pourrait très bien retrouver en M&A sur la comptabilité, sur les aspects de valorisation. Mais on a aussi un autre côté qu'on ne retrouve pas forcément en M&A, parfois même pas du tout, c'est les aspects stratégiques, c'est-à-dire souvent, il y a des fonds, et par exemple chez BPI, c'est ce qu'on fait, on demande aux candidats de pouvoir analyser un dossier d'investissement et de pouvoir que celui-ci puisse donner à la fin une recommandation sur cet investissement-là, et cela en prenant en compte évidemment les éléments financiers, mais aussi les éléments stratégiques, voire juridiques. Le juridique, évidemment, c'est du bonus, et en plus, s'il a des éléments, enfin, s'il a des connaissances, ici, il a des analyses pertinentes, c'est vraiment du bonus. Mais sur l'aspect stratégique, c'est vraiment essentiel, et c'est vraiment clé. Donc, généralement, les gens qui viennent du M&A, il va falloir vraiment qu'ils travaillent ces aspects et ces analyses stratégiques de marché, tandis que les gens qui viennent plutôt du conseil en strat, qui sont aussi des candidats complètement cibles pour le private equity, ils vont plutôt travailler sur les aspects financiers que eux ils n'ont pas forcément vu. Donc le private equity, c'est l'entretien en private equity, c'est un fit technique, et de manière générale, et parce que c'est lié aussi au métier, on a discuté, c'est quand même un entretien pluridisciplinaire qui allie à la fois la finance et la stratégie. D'accord. Et justement, quand tu as passé tes entretiens, au sein de BPI France, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulé le processus de recrutement? Bien sûr. Alors, je sais que première chose, je sais qu'il a un peu été modifié là récemment, donc c'est pas exactement ce qui a lieu en ce moment pour les analystes qui rentrent chez BPI. En pratique, j'ai eu un premier entretien de fit avec deux directeurs d'investissement, donc voilà, qui voulaient apprendre à me connaître mes expériences, connaître mes motivations. Un petit cas technique assez classique, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en private equity, c'est le paper LBO, voilà, qui est Mmh. un exercice assez classique qu'il faut absolument maîtriser, qui peut être plus ou moins difficile selon les différents fonds, mais voilà, il faut vraiment connaître et vraiment bien maîtriser, ça se trouve facilement. C'est pas quelque chose qui est forcément compliqué, mais qu'il faut vraiment savoir bien le Mmh. faire. Donc ça, ils me l'ont posé. Une fois que j'ai passé cette première étape-là, j'ai passé ensuite un cas. Voilà, le cas d'ajustement, ça avait de mémoire 3-4 heures de préparation avec, sur la base d'un IM, de plusieurs documents de plusieurs pages. Et il fallait que je présente ce cas-là d'investissement à ces deux mêmes directeurs d'investissement. Et il fallait à la fin que je leur donne ma recommandation. Et après, il y avait un Q&A qui s'installait et dans lequel voilà, ils me challengeaient, essayaient de comprendre voilà, si j'avais bien compris les différents éléments du dossier, me challenger sur mes positions. Et donc, voilà, essentiellement, pour cet entretien-là. Une fois que moi j'avais passé ce step-là, j'ai eu la possibilité de rencontrer ce qu'on appelle ici c'était les CODIR, donc ça veut dire dans mon équipe Sébastien Moineau et Stéphanie Frachet qui n'est plus dans l'équipe. Et une fois que j'avais passé ces entretiens-là, j'ai pu avoir l'offre. Je sais qu'aujourd'hui, le process a un peu changé. Ils ont rajouté un cas Excel aussi de modélisation. Et donc, ça aussi, il y a plusieurs fonds et même, je pense, la plupart des fonds demandent aussi un cas un cas LBO classique via Excel. Donc là, c'est plus un PPLBO, mais c'est vraiment via Excel à partir aussi d'un IEM qui, disons, le complexifie un peu l'exercice. Mais une fois qu'on a l'habitude de le faire, de Mmh. s'entraîner, c'est tout à fait Mmh. atteignable. Donc voilà un peu les différentes étapes, en tout cas du process que j'ai passé pour D'accord. arriver chez PPI. Ouais. Alors, justement, ce serait intéressant de savoir, quand tu essaies d'analyser l'entretien que tu as passé chez BPI, qu'est-ce qui t'a permis, selon toi, de te démarquer, face aux autres candidats? Je Est-ce qu'il pense y a que quelque chose que tu as mis en place, ou que tu as dit peut-être pendant l'entretien? alors de manière générale,
je pense, ce qui a joué, je pense, en ma faveur, c'était ma motivation, ma connaissance de l'activité de BPI France et en particulier de l'équipe Large Cap. Le fait, et je pense que c'est hyper important de toujours se renseigner, d'appeler des anciens stagiaires, des anciens analystes ou des gens qui sont même en place dans l'équipe pour se renseigner. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur dans tout type d'entretien et en particulier en private equity. Ça a été vraiment, ça m'a beaucoup aidé clairement chez BPI. Je pense aussi mes expériences, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes expériences aussi au préalable parce que ça permet effectivement d'avoir une sorte de track record qui permet de montrer ce qu'on a pu enfin, ce qu'on a pu faire par le passé et en quoi ça pourrait être utile pour voilà, chez BPI. Et je pense qu'en termes de forme, ce qui est important au-delà du fond, c'est d'être structuré. Voilà, de pouvoir être structuré au maximum parce que ça prouve une certaine maîtrise, ça prouve aussi que les idées sont, voilà, sont claires. Et donc, je pense que un candidat qui a effectivement la motivation, qui a des bonnes expériences et qui en même temps présente les choses de manière structurée et synthétique, c'est, voilà, je pense, en tout cas pour moi, le combo, un très bon combo. Et je pense que pour cela, dans ma préparation, ce que j'avais pu faire, c'est effectivement de faire un gros travail, alors effectivement, d'introspection, parce que finalement, l'entretien, c'est aussi une introspection, et donc faire un travail sur voilà, qu'est-ce qu'on a pu faire par le passé, lister les différentes tâches qu'on a pu faire, les différents deals, se renseigner même après. Parfois, je travaillais même des choses, je découvrais des choses que je n'avais pas forcément en stage, mais c'est dans la préparation de mes entretiens que je comprenais un peu mieux les opérations sur lesquelles je travaille. Et je pense que ça, c'est assez clé de vraiment travailler ce fit-là, parce qu'on peut penser que le fit, c'est naturel, mais je pense que ça se prépare beaucoup tout de même. Et ensuite, il y avait l'aspect technique où j'ai essayé de récolter un maximum de support à droite à gauche. J'ai appelé les gens pour savoir un peu quelles étaient les questions qui pouvaient tomber, comme on fait là. Et bravo Soraya pour pour organiser ce type d'événement parce que ça m'aurait été bien utile clairement à l'époque. Et c'est comme ça que voilà, progressivement, eh bien, et je pense que ce qui est vraiment important, c'est de s'entraîner à faire les entretiens. Alors, des entretiens blancs, évidemment, mais aussi parfois voilà, postuler au maximum, même si parfois ce n'est pas forcément l'endroit dans lequel on veut aller, parce que ça nous permettra de s'entraîner à faire ces entretiens. Les questions en private equity, mine de rien, eh ben, souvent, elles peuvent se répéter. Et donc, le pouvoir s'entraîner à les dire, à les répéter, bah, après, ça devient plus fluide. Et c'est comme ça qu'après, on arrive à performer par rapport à d'autres candidats, parce que, comme tu l'as dit, ça reste un secteur qui est extrêmement compétitif. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidats, parce qu'à la fois les gens qui sont en M&A, les gens qui sont en conseil en stratégie, ceux qui sont en transaction services, ceux qui font déjà de l'investissement postulent pour ce poste-là de private equity. Donc, la compétition est très importante. Et pour se démarquer, voilà, ça demande quand même une préparation non négligeable. En fait, pour se démarquer, il y a vraiment les compétences techniques. Forcément, ça, c'est la base. Mais après, si vous voulez vraiment vous démarquer des autres, c'est les savoir-être. Et là, c'est sûr qu'entre deux candidats, on va toujours essayer on va recruter la personne qui est réellement motivée et pas juste qui apprend par cœur ses réponses et qui prouve sa motivation. Ça, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement. Mais de toute manière, on en parlera par la suite parce on va passer bientôt à l'entretien blanc. Alors, peut-être juste avant de passer à l'entretien blanc, un dernier conseil que tu pourrais donner aux candidats qui veulent passer un entretien en private equity. Alors, moi, je pense qu'il est assez clé, comme je l'ai dit, c'est deux choses. La préparation, je pense, comme on s'est dit, il faut effectivement travailler bien le fit, bien travailler les expériences et évidemment maîtriser la technique. Mais je pense que le fit est par rapport au M&A où la technique est vraiment essentielle et très important. Le private equity, évidemment, la technique, c'est important, mais le fit, comme tu l'as dit, Soraya, le savoir-être, la motivation et de savoir, voilà, de montrer qu'on est renseigné, qu'on sait voilà, pourquoi on veut faire ça et dans quel environnement on veut évoluer, ça, c'est déterminant. Donc, si j'ai un conseil, c'est vraiment effectivement de bien se renseigner et de travailler au mieux la préparation et de s'entraîner. Et voilà, je pense que l'entraînement, c'est vraiment clé. Donc voilà mes deux principaux conseils
pour Parfait. réussir un entretien en private equity. Bah alors, parfait. En tout cas, c'était très clair. On va passer là bientôt à l'entretien blanc. Donc, ça va vous permettre de voir comment on passe un entretien, comment Jonathan répond aussi aux questions, parce que il va se mettre à la place d'un candidat, d'une personne en recherche d'emploi. Mais juste avant, avant de passer à la partie entretien blanc, justement, on a parlé de la préparation. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, d'être très bien préparé pour la partie fit et la partie technique. Donc, c'est pour cela, justement, que je voulais vous présenter une offre qui est une offre extraordinaire, qui est vraiment réservée à vous, donc les personnes qui participent à ce webinaire. Parce vous l'avez compris, qu'il faut être très bien préparé sur l'aspect technique, mais également savoir parler de ses expériences, être concis, être motivé. Il y a tellement de choses à prouver pendant un entretien. Donc aujourd'hui, pour les participants à ce webinaire, donc on vous offre justement une réduction de moins 30% sur tous nos coachings en recherche d'emploi. C'est-à-dire que si vous souhaitez améliorer votre CV, préparer votre lettre de motivation, mais pour qu'elle soit percutante pour le private equity, ou optimiser votre profil LinkedIn, ou développer une stratégie efficace de networking pour décrocher des entretiens, on a des formules qui sont adaptées à vos besoins. Donc, pour ceux d'entre vous qui optent pour la formule Excellence, qui comprend 3 séances de coaching de 3 heures, donc on a justement une offre exceptionnelle, parce que vous pouvez bénéficier de notre coaching qui est hautement qualifié pour décrocher des entretiens. Vous aurez un très bon CV pour le private equity, mais en plus, on vous offre gratuitement les formations que je vous ai montrées tout à l'heure, qui ont été suivies par plus de 7000 participants sur Udemy, et qui vont vous permettre de préparer vos entretiens techniques, que ça soit en fusion-acquisition et en private equity, donc avec toutes les questions qu'on pose. C'est toutes ces ressources si vous choisissez la formule Excellence, pour une valeur de 342 € au lieu de 638 €. De même, alors juste pour la formation complète, elle couvre tous les aspects qui sont essentiels. D'ailleurs, vous le verrez là, la partie entretien blanc. Donc, elle couvre la comptabilité, les liens entre les états financiers, la consolidation, le process M&A, la valorisation, parce qu'on a parlé des modèles. C'est très important de savoir faire une modélisation financière, le LBO, le merger et l'EV Equity Bridge. Donc, vous aurez vraiment tout ça. Pour ceux qui sont plutôt intéressés par les coachings en entretien d'embauche, donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc pour cette partie, donc là, c'est la même chose pour ceux qui optent pour la formule Excellence. Donc vous choisissez une thématique au choix, et là, vous pourrez être coaché pendant 3 heures sur vos entretiens d'embauche. Et vous aurez également accès à la formation Réussir ses entretiens techniques en M&A, très utile pour ceux qui préparent leurs entretiens en private equity ou en M&A, pour seulement 313,7 €. Donc, au lieu de 598, quasiment 600 €. Donc, c'est une offre qui est valable 48 heures, et elle vous sera envoyée par mail, et c'est uniquement pour ceux qui participent à ce webinaire. Donc, voilà pour la préparation aux entretiens. Donc, maintenant, on va passer à l'entretien blanc. Donc, merci Jonathan, en tout cas, de jouer le jeu, parce qu'il va jouer le rôle d'un candidat qui postule pour un poste d'analyste en private equity, on va dire large cap, chez BPI France. Donc, tu me dis quand tu es prêt. Je suis prêt. Parfait. Alors, donc bonjour Jonathan, est-ce que vous pouvez Bonjour. vous présenter, s'il vous plaît, et me dire pourquoi vous avez candidaté pour ce poste? Bien sûr. Alors, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir retenu mon CV. J'étais absolument ravi d'être appelé par vos équipes, car voilà, je pense sincèrement que rejoindre BPI France Large Cap représente une super opportunité pour moi. Brièvement, en ce qui me concerne, donc j'ai 27 ans, je viens de Paris. J'ai été diplômé de l'EDEC il y a maintenant 2 ans, durant lequel j'ai fait le programme Grande École, où je m'étais spécialisé en corporate finance lors de ma dernière année. Et avant de rejoindre l'EDEC, j'ai passé une première année en mathématiques appliquées à l'Université Paris-Dauphine. Je décide finalement de rejoindre une prépa HEC, la prépa IPSUP. J'intègre en carré l'EDEC, que je choisis, car l'école s'était fortement spécialisée en finance et était reconnue pour plutôt bien former ses étudiants en finance pour une carrière, pour une carrière dans ce domaine-là. Et en fait, pour tout vous dire, depuis le lycée, je souhaitais travailler en finance.
Alors, c'est pas noté sur mon CV, mais dès le lycée, j'avais pu faire 2 stages d'observation, un dans un petit hedge fund et un autre en equity research à la Société Générale, c'est dans l'équipe pharma. Mais mon premier véritable stage en finance a lieu lors de l'été 2018, c'était chez Rothschild & Co. C'était en asset management, pardon. J'étais affecté à l'équipe equity et c'était un stage qui était très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il m'a permis, un, de confirmer mon souhait de travailler en finance, et deux, comme je suis dans l'équipe equity, j'avais la possibilité de travailler en plus de la partie macro sur les fondamentaux des sociétés sur lesquelles je travaillais. Donc, c'est-à-dire relire le rapport annuel, comprendre leur stratégie de croissance, etc. Et je me suis rendu compte que c'était plutôt la partie corporate finance du métier qui m'intéressait. Et c'est comme ça que j'ai voulu me réorienter par la suite vers la finance d'entreprise. Donc, l'année suivante, pour ma première partie de césure, je décide de postuler pour des stages en fusion et acquisition et j'atterris finalement chez Citi en investment banking pour un stage de 6 mois. C'était un stage qui était très intéressant, très intense, formateur. J'ai eu la possibilité de travailler sur des deals à la fois de corporate, de private equity, mais aussi beaucoup sur l'IPO de la Française des Jeux, qui est encore aujourd'hui, me semble-t-il, une des IPO les plus importantes réalisées en France. Bref, c'était un stage qui était très formateur et parce que effectivement, ça a permis d'apporter et d'apprendre des méthodes de travail que j'utilise encore aujourd'hui. Et donc, voilà, par la suite, j'ai voulu expérimenter le private equity, qui était un secteur dont j'avais beaucoup entendu parler. J'atterris donc dans l'équipe de 3i. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu. J'ai adoré cette expérience. Mon stage était très bien passé. Je me suis vraiment passionné pour ce métier. J'ai adoré voilà, le quotidien d'un investisseur en private equity, d'aider les entreprises à devenir leaders sur leur marché. Et c'est pourquoi, à partir de cette expérience-là, j'avais clairement l'objectif de décrocher un full-time dans un fonds de private equity. Et c'est pour ça que j'ai tenté voilà, ma chance. J'ai fait un stage de fin d'études dans l'équipe d'Ardian Buyout. Après, donc, du coup, mon diplôme à l'EDEC. J'ai finalement rejoint l'équipe Kinsight Capital en tant que CDD analyse, qui là aussi été une expérience très intéressante dans le domaine de la santé et de la technologie que j'apprécie particulièrement. Et j'ai finalement finalement, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai cette opportunité, en tout cas l'opportunité de pouvoir rejoindre BPI France Large Cap pour un CDI analyste me plaît énormément. On pourra évidemment y revenir, mais voilà, je suis très content de pouvoir être aujourd'hui devant vous et d'avoir, j'espère, l'opportunité de vous rejoindre. D'accord. Alors, mais pourquoi vous avez pas candidaté plutôt en fusion-acquisition ou en conseil en stratégie? On apprend quand même aussi des méthodes de travail qui sont tout aussi intéressantes. Absolument. Alors, j'ai eu la possibilité d'expérimenter les deux, c'est-à-dire à la fois le M&A chez Citi et le private equity dans ces différentes maisons-là. Et sincèrement, j'ai préféré travailler en private equity pour deux principales raisons. La première, c'est que travailler en private equity, c'est clairement avoir la possibilité d'aider des entreprises qui sont généralement bien établies sur leur marché, mais voilà, de pouvoir les aider à devenir des leaders au niveau parfois européen, voire même mondial, et de pouvoir travailler main dans la main avec le management pour justement aider à développer et à faire croître l'entreprise. Donc, et la vraie différence en fait entre le M&A typiquement et le private equity, c'est que autant le M&A c'est un métier qui est transactionnel par définition, par nature, c'est-à-dire que effectivement on va passer d'un deal à l'autre et une fois qu'on a closé le deal, qu'on a voilà, le deal c'est terminé, eh bien on va passer sur un autre sujet. Alors que lorsqu'on est investisseur en private equity, lorsqu'on est investisseur, il y a évidemment la partie transactionnelle, mais il y a aussi toute la partie de suivi et qui est aussi, voire même plus importante que l'aspect, alors peut-être pas plus importante, mais qui est aussi importante en tout cas que l'aspect transactionnel. Et c'est ce suivi-là, c'est-à-dire la possibilité effectivement
de suivre, d'accompagner le management, de pouvoir assister à des conseils d'administration et donc de pouvoir voir, enfin de pouvoir observer l'évolution de l'entreprise au cours de la période de détention, c'est absolument passionnant et c'est une vraie différence avec le M&A qui a fait qu'aujourd'hui, j'aimerais faire carrière dans ce secteur-là. La deuxième différence est le fait que voilà, j'ai beaucoup aimé travailler en private equity, c'est que j'ai pu constater à quel point c'était un métier qui était pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire au sens où, évidemment, il requiert de maîtriser tout ce qui est attrait à l'analyse financière, mais pas seulement. Parce qu'il est tout aussi indispensable de comprendre parfaitement les enjeux stratégiques, de comprendre aussi les mécanismes juridiques de la transaction, de la gouvernance en particulier. Et donc, j'ai pu constater que être investisseur en private equity, bah, c'est à la fois être banquier, à la fois être consultant et peut-être même à la fois être avocat. Et donc, le fait de pouvoir faire tout ce, en tout cas, de pouvoir travailler avec sur tous ces types de sujets, sur tous ces chantiers-là, dans le cas d'une transaction et dans le cas même du suivi d'une société, fait que le private equity est un métier absolument passionnant, très gratifiant et qui fait qu'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup évoluer dans ce domaine-là. D'accord. Et si vous avez une offre chez nous, à la BP, à BPI France, et vous avez également une offre d'un autre fonds, comme Bridgepoint, vous choisiriez quelle offre et pourquoi? Alors effectivement, ce sont deux profils différents de fonds, parce qu'on a d'un côté Bridgepoint, qui est un fonds international, qui est un fonds majoritaire, qui est un excellent fonds euh, qui est relativement présent en France, alors que d'un autre côté, on a BPI France, qui est un investisseur minoritaire, qui est un investisseur qui est investi uniquement en France et qui, pour le coup, effectivement, en termes de taille et en termes de facto de présence en France, est bien plus importante. Je pense, sincèrement, et en tout cas, c'est les retours que j'ai eus lorsque j'ai appelé différents stagiaires et même analystes qui travaillent actuellement chez BPI France. Il y a deux avantages qui sont assez clés pour moi qui font que rejoindre BPI France en tant que stagiaire, ce serait absolument génial. Le premier, c'est le deal flow. Il y a un deal flow chez BPI France qui est vraiment unique, en tout cas en France, et puis même en Europe selon les derniers chiffres. Et la possibilité de pouvoir travailler sur une multitude de projets lorsqu'on est stagiaire, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est des périodes durant lesquelles on se forme. Et donc, cette possibilité-là de pouvoir travailler sur plusieurs dossiers, d'autant plus dans un contexte de marché qui, comme on le sait, est un peu au ralenti, un secteur du LBO qui est au ralenti du fait des taux d'intérêt qui ont augmenté, qui du coup renchérit le coût du financement. Moi, j'ai d'autres copains qui travaillaient dans des fonds majoritaires sur lesquels donc, ils ont de facto, pour réaliser le LBO, besoin du financement bancaire ou en tout cas de la dette. Et ben aujourd'hui, ils sont au ralenti, ils ne font pas beaucoup de choses versus d'autres stagiaires que j'ai pu voir avec qui j'ai pu échanger, qui étaient chez BPI. Donc, je pense que le deal flow, c'est clairement un avantage et une caractéristique qui est assez unique chez BPI France. Le deuxième élément, c'est que BPI France recrute. BPI France recrute analystes en sortie d'école, ce qui n'est pas le cas typiquement de Bridgepoint qui lui va recruter uniquement à partir des associés, c'est-à-dire des gens qui ont 3 ans d'expérience professionnelle. Et donc la possibilité, et c'est le cas, on m'a donné 4-5 exemples d'anciens stagiaires qui ont su transformer leur stage en CDI pour devenir analyste. C'est une perspective qui, vous l'aurez compris, quelque chose qui me plairait énormément. Et donc pour ces deux éléments-là, je pense qu'effectivement, aller chez BPI France est une très bonne chose. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de notre deal flow. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler d'un deal qu'on a réalisé et surtout dans lequel vous investiriez? Et si vous pouvez m'expliquer aussi pourquoi vous investiriez dans cette transaction. Bien sûr. Alors, effectivement, j'ai pu voir dans la presse que vous avez réalisé une opération extrêmement intéressante dans le secteur de la santé qui, comme je vous l'avais dit, est un secteur qui me plaît énormément. Et il s'agit en fait de votre investissement dans IMDEV.
IMDEV, qui est un des leaders français de l'imagerie médicale. J'ai pu me renseigner sur le site de IMDEV, mais voilà, c'est un groupe qui a été créé en 2019, qui est historiquement établi en Seine-Saint-Denis, qui aujourd'hui voilà, couvre l'ensemble des actes de radiologie, c'est-à-dire l'imagerie conventionnelle, mais aussi les examens par des équipements d'imagerie lourde, type scanner, IRM, et aussi c'est diversifié récemment dans la médecine nucléaire. Et donc, c'est un groupe qui est relativement important parce que il opère une centaine de sites d'exercice, 100 centres, ce qui fait de lui le numéro 2, voire le numéro 3 face à d'autres acteurs comme Simago ou France Imagerie Territoire. Et donc, effectivement, donc c'est un deal qui m'a intéressé à plusieurs égards. Le premier, c'est qu'effectivement, on parle d'un projet médical qui est assez important parce que tout ce qui est la radiologie, en particulier aujourd'hui, alors que les politiques de santé se veulent assez orientées vers la prévention, bah, la radiologie, c'est complètement clé dans le parcours patient pour ce qui est des sujets de prévention. Et puis aujourd'hui, dans le secteur de la santé, et en particulier du coup dans la radiologie, il y a effectivement un mouvement, un phénomène de consolidation qui s'opère par ces grands groupes-là et qui viennent justement pouvoir développer l'offre de soins de santé à travers le territoire, parce que le groupe IMDEV, pour le coup, couvre l'ensemble du territoire français de par ces sites. Et donc, de pouvoir, cet investissement, de pouvoir développer l'offre de soins dans les déserts médicaux, de pouvoir développer la radiologie de pointe par le développement d'équipements de matériel lourd type IRM, scanner, et de pouvoir consolider le marché, font que pour moi, c'est un investissement qui est très intéressant d'un point de vue, j'allais dire projet, mais aussi d'un point de vue financier, parce que les perspectives de croissance et de développement sont importantes. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre plus en détail sur le dossier, mais voilà les principales. Non, ça ira. Bah, très bien, on va passer maintenant à la partie un peu plus technique. Est-ce que vous pouvez définir un LBO et nous dire aussi quels sont les critères d'une bonne cible d'un bon candidat pour un LBO? Bien sûr, bien sûr. Donc, un LBO, ou leverage buyout en anglais, c'est une technique financière qui permet à un fonds, classiquement, de pouvoir acquérir une entreprise par le biais de la dette. C'est-à-dire qu'effectivement, un fonds dans les opérations de LBO va apporter des fonds propres et va compléter finalement le financement de cette transaction par le levier de la dette. En général, alors ça va dépendre du contexte. C'est pour ça que je vous ai dit que le contexte macroéconomique est assez important, mais donc le pourcentage et la répartition de la dette et les fonds propres va dépendre du coût de financement. En général, c'est 60-40, 60% de la dette, 40% des fonds propres, mais ça peut varier. Et donc, c'est une technique qui s'est développée aux États-Unis historiquement vers les années 1990 à 2000 et qui s'est énormément développée par la suite, évidemment aux États-Unis, puis par la suite en Europe et après dans le monde. Et donc, les critères d'une bonne cible LBO, il y en a plusieurs. Le premier, c'est effectivement que, et c'est assez important parce qu'il y a de la dette qui est en jeu, c'est que la société, évidemment, puisse croître, mais puisse croître de manière rentable et de manière et avec une génération de cash qui est à la fois résiliente et avec une visibilité assez claire sur cette génération-là. Parce qu'on doit rembourser de la dette de facto tous les ans. Et donc, on doit vraiment s'assurer que la société en question, de par son activité et de par le marché dans lequel elle s'établit, eh bien, elle peut effectivement rembourser ses dettes sans souci. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. D'autres éléments sont effectivement des enjeux plutôt de marché et de compétition. C'est-à-dire que effectivement, pour justement assurer cette activité-là et réduire les risques au maximum, eh bien, c'est bien que le marché dans lequel se trouve l'entreprise il y ait des barrières à l'entrée relativement élevées. Dans le cas de IMDEV, par exemple, le fait que les sites doivent être autorisés et avoir des agréments
par l'ARS sont de facto aussi des barrières à l'entrée. Il faut aussi idéalement que la société ait une position de leader parce qu'on sait qu'il y a un first mover advantage, qu'un leader sur un marché a des capacités de pouvoir récupérer des parts de marché et de pouvoir effectivement suivre la croissance du marché de manière plus optimale que ses concurrents. Donc ça, c'est important. Un autre élément qui est aussi lié à la croissance et finalement à la performance, c'est la fragmentation de ce marché-là. Est-ce que c'est un marché qui est fragmenté, donc pour lequel on va pouvoir consolider? Fragmenté, ça veut dire qu'il y a une multitude d'acteurs, mais que nous, on est quand même dans le top 5 de ce marché-là, parce qu'on va pouvoir avoir les moyens pour faire des build-up et faire de la croissance externe, et donc de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires et l'EBITDA de manière significative avec ce qu'on appelle un des leviers techniques, ça s'appelle la révolution de multiples, c'est-à-dire qu'on va acheter une cible donc de l'EBITDA moins cher que ce qu'on va vendre à la fin de la transaction, et donc automatiquement on cristallise de la performance et de la valeur. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, on va beaucoup regarder aussi finalement le management. Est-ce que on pense que le management a le track record, a les qualités, a les compétences pour pouvoir justement réaliser le BP qu'on va faire tourner. Et donc, globalement, les métriques qu'on fait un investissement, ce qui se fait de manière assez classique, c'est qu'on va aller chercher un TRI de 20% pour un LBO. Ça peut varier effectivement en fonction des cas de figure, mais 20%, c'est le chiffre standard. C'est comme ça que effectivement, on va considérer si oui ou non la cible est une bonne cible pour le LBO. Ah, pardon, là, je ne t'entends plus. Ah oui. Oui, alors là, est-ce que tu m'entends? Oui, Ok. parfaitement. Alors, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la méthode de valorisation la plus utilisée en private equity? Bien sûr. Alors, alors on sait, il y a plusieurs méthodes de valorisation. Celle qui est le plus utilisée, globalement, enfin, généralement, c'est la méthode des multiples de comparables à la fois boursiers, mais surtout aussi transactionnels, parce qu'elle va permettre effectivement, enfin, comme dans un univers de transactions, voilà, c'est des références transactionnelles et des références boursières, eh ben, sont vraiment importants et ont une part prépondérante dans le milieu du private equity. Évidemment, on fait l'exercice du DCF, aussi via la méthode du LBO, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer de trouver quelle est la bonne valorisation par rapport au BP pour atteindre un TRI cible à la sortie. Et donc, voilà, c'est aussi d'autres méthodes qu'on utilise en private equity, mais classiquement, c'est plutôt les multiples de transactions comparables qui sont utilisées et sont prépondérants en tout cas pour valoriser une société. D'accord. Private Et equity. quel est le multiple de valorisation qu'on va le plus regarder en private equity? Alors, là encore, classiquement, c'est souvent la VE, donc la valeur d'entreprise sur l'EBITDA. Donc, c'est l'EBITDA, l'agrégat comptable au dénominateur qu'on va aller souvent chercher. Pourquoi? Parce que l'EBITDA, dans le PNL, il se trouve après avoir déduit tous les coûts d'exploitation, donc c'est purement opérationnel, mais il se trouve avant tous les coûts à la fois liés aux charges d'intérêt, c'est-à-dire à la structure de capital, de financement de la société, et les taxes. Et donc, l'EBITDA, en ce qu'elle ne comptabilise pas les coûts liés à la structure financière et à la structure fiscale, eh bien, c'est une métrique qui est particulièrement bien pour comparer les entreprises d'un même secteur en particulier, parce que il est purement opérationnel. Et donc, c'est comme nous, on s'inscrit dans une analyse analogique, finalement, dans la valorisation des multiples, eh bien, on va essayer de déterminer quel est le multiple le plus comparable et donc quelle est la métrique la plus comparable. C'est l'EBITDA. Et alors, parfois, ça dépend des secteurs, encore une fois. Hein. Parfois, ça peut être les bids qui vont juger le plus comparable. Parfois, c'est l'EBITDA moins CAPEX. Parfois, il n'y a pas d'EBITDA, donc on part sur le chiffre d'affaires. Mais classiquement, l'EBITDA, de par sa caractéristique de comparabilité, eh ben, c'est la métrique qu'on utilise le plus pour valoriser l'entreprise. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est une quality of earning et une quality of debt? Absolument. Donc, QOI et QOD, ce sont des métriques qu'on retrouve dans ce qu'on appelle une VDD financière. Une QOI, en pratique, c'est en fait
un EBITDA ajusté. Donc, ça va être tous des retraitements qui vont être trouvés, alors typiquement par ce qu'on a des gens qui travaillent dans le transaction services, qui sont mandatés dans le cadre d'une transaction pour faire un rapport financier et faire une analyse de QOI et de QOD. Et donc, ils vont retrouver et retraiter les éléments qui sont dits non récurrents en général. Donc, il y a plusieurs types d'ailleurs d'ajustements. On a les ajustements non recurring, on a les ajustements on va supprimer en fait tous les coûts qui ne sont pas récurrents et donc on pense qu'ils sont exceptionnels et donc c'est pas juste de les intégrer dans une métrique qui valorise la boîte dans son ensemble. On va aussi rajouter parfois à l'EBITDA ce qu'on appelle des ajustements pro forma ou run rate. Pro forma, c'est lorsqu'on va effectivement dire, voilà, une société A a acheté une entreprise B au milieu de l'année, mais si on veut effectivement valoriser l'ensemble du groupe consolidé, on va se dire que l'EBITDA qui a été racheté, donc dans les comptes, normalement, on n'aura que la performance sur 6 mois, mais comme l'année d'après, on aura le groupe en entier, si je puis dire, on va faire un ajustement pro forma, c'est-à-dire on va prendre en compte un effet année pleine de cette acquisition-là et on va l'intégrer à l'EBITDA. Voilà. Donc, évidemment, il y a plein d'autres ajustements, mais ça, ce sont les principaux. Et donc, encore une fois, c'est pour avoir un EBITDA pur, propre, qui permet effectivement de déterminer la valorisation de l'entreprise. Parce qu'encore une fois, le multiple des comparables est la méthode la plus utilisée en private equity. Et donc, c'est sur cet EBITDA-là, donc la QOI, qu'on va appliquer le multiple et qui va donner la valeur d'entreprise finalement sur laquelle le fonds va investir. QOD, même principe. C'est-à-dire qu'on va effectivement déterminer quelle est la nette dette, parce qu'en fait, le passage entre la VE et la valeur des titres, c'est-à-dire ce qui va être récupéré finalement par les actionnaires, la différence, c'est le bridge. Et donc, ce bridge-là, il est calculé souvent par donc les gens qui travaillent en Transaction Services, et donc, ils vont effectivement calculer le bridge, donc la nette dette et les différents ajustements qui viennent après dans le bridge. D'accord, très bien. Alors, on va passer à la dernière question. Quels sont les différentes types de dettes qui permettent de financer un LBO? Alors, les différentes natures de dette. La première, c'est la dette bancaire, avec différentes tranches, la tranche A, tranche B, parfois tranchée, mais c'est plus rare. On a la dette unitranche et on a la dette mezzanine, voire PIC, la dette privée. Et donc, la différence, ça va être au niveau alors, premièrement, de la caractéristique de remboursement. Est-ce que c'est une dette amortissable ou une dette boulette, c'est-à-dire qu'on va payer uniquement les intérêts et à la fin, on va rembourser le capital. La TLA, donc la dette bancaire de tranche A, elle est amortissable. Et donc, si elle est amortissable, c'est-à-dire qu'on va payer une partie du principal chaque année en plus des intérêts. Et donc, de facto, elle est moins risquée. Donc, qui dit une dette moins risquée dit une dette moins chère, donc un intérêt plus bas. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de hiérarchie des dettes, tant en termes de seniorité qu'en termes de risque. C'est qu'on a la dette bancaire qui est en premier lieu, avec du coup la TLA qui est amortissable, la TLB qui est le boulette, c'est-à-dire uniquement on paye les intérêts à la fin d'année. La TLC un peu hybride, elle est assez rare. Ensuite, on a la dette unitranche qui est une sorte de middle entre la dette privée et la dette bancaire, et qui a aussi un certain coût qui est en fait fourni par même des fonds de dette privée qui s'appellent les unitrancheurs, dont le métier est justement d'aller compléter ou parfois même de prendre en totalité en charge le financement d'un LBO, lorsque par exemple la dette bancaire, finalement on trouve que c'est pas assez intéressant ou parce que c'est pas assez pour financer l'opération, et à la fin, quand on a besoin encore une fois de compléter le tour de table du financement bancaire, on appelle, bancaire au niveau de la dette, on appelle aussi parfois, on se finance avec des dettes dites privées, et notamment PIC, où à la fois le cash, c'est-à-dire les intérêts et le principal sont remboursés à la fin de la détention, donc au moment de la vente. Et donc ça, effectivement, ça coûte plus cher. C'est des intérêts qui sont capitalisés, mais ça a l'avantage de limiter au maximum la sortie de cash de la société. Et comme on l'a dit, le cash est vraiment important dans le LBO. Et donc, voilà les différents types de... Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est une dette PIC? Alors voilà, la dette PIC, c'est Payment in Kind. Ça veut dire, comme je vous ai dit, c'est que ce sont des intérêts qui sont capitalisés, c'est-à-dire que l'entreprise ne rembourse ni la dette, le principal,
ni les intérêts. Et donc, ça veut dire qu'on a ces intérêts-là qui sont capitalisés, parfois à 12, 15, 20%. Et c'est qu'à la fin de la vente de la société ou lorsqu'il y a un événement de liquidité, ou lorsqu'on arrive à la maturité de cette dette-là, qu'on rembourse le tout. Et donc, ça permet de limiter, encore une fois, le loss of cash de l'entreprise. Très bien, ben merci Jonathan pour cet entretien blanc. Donc, Alors juste, donc c'est un excellent entretien, hein, forcément, hein, vu que tu travailles chez BPI. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quand vous voyez ce type d'entretien, il ne faut pas essayer d'imiter Jonathan. Parce que là, vous voyez un exemple d'un très bon entretien, il maîtrise sur le bout des doigts tous les aspects techniques. Vous ne serez peut-être pas à ce niveau-là. Même pour la partie entretien de motivation, ça aussi, vous avez vu quand il s'est présenté, il a raconté une histoire. C'est ça que j'ai aimé. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut raconter une histoire et il faut vraiment être sincère. Là, dans le cas de Jonathan, on a vu que lui, il savait dès le lycée qu'il voulait travailler en finance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Attention, ça sert à rien. Et j'en vois en entretien des personnes que je coach qui racontent voilà, des choses qui sont pas vraies et qui sont passionnés par la finance depuis qu'ils sont jeunes. Si c'est pas vrai, ça va se voir. Mais là, dans le cas de Jonathan, c'était assez cohérent et surtout, on le vérifie par le CV, qu'effectivement, il a commencé des stages très, très jeunes. Donc ça, c'était très bien. Et aussi, autre chose qu'on voit aussi chez Jonathan, et c'est ça qu'il faut essayer de faire, de le prouver pendant l'entretien, c'est qu'il y a une réelle motivation pour le private equity. Quand je lui ai posé la question, pourquoi le private equity et pas le M&A, il avait une réponse, mais sincère. C'est-à-dire, on le voyait que c'est par le biais c'est grâce à ses expériences qu'il a eues en M&A, en private equity, il a expliqué que ce qui l'intéressait, c'était vraiment la vision investisseur, cette vision d'investissement qui lui plaisait plus. Donc ça, c'était très convaincant, une fois de plus, parce que tu t'es basé sur le passé et sur tes expériences. Aussi, vous l'avez vu aussi, hein, c'était un très bon entretien parce que Jonathan aussi a prouvé une réelle motivation pour la BPI France. Et ça, on l'a vu quand quand je lui ai posé la question, je lui ai dit si tu avais le choix entre deux offres d'emploi, Bridgepoint ou BPI France, laquelle choisirais-tu? Là, on a vu que par sa réponse justement, qu'il n'a pas juste flatté BPI France en disant c'est la meilleure banque. Enfin, il a vraiment parlé de l'aspect deal flow. Et là, il a prouvé qu'il s'est renseigné de façon assez précise sur les différents deal flow. Et il a même comparé les différents deal flow de Bridgepoint et de la BPI. Donc ça, c'est bien parce que ça prouve une motivation pour le private equity. Ça prouve vraiment qu'il s'est renseigné sur ce qui se passe aussi dans les autres fonds. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est des compétences et des connaissances et savoir aussi en parler pendant l'entretien. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, la partie entretien, donc qui était vraiment, en tout cas, très convaincante. Il faut que vous réussissiez, en tout cas, à le faire, mais en vous inspirant de vos propres expériences. Ensuite, pour la partie technique, donc là, vous l'avez vu, on n'a pas pu parler de toutes les questions techniques qu'on pourra vous poser. C'est un exemple de quelques questions techniques. Et même là, j'ai dû arrêter avant, mais on avait préparé plus de questions techniques. Mais il faut savoir qu'il faudra, donc on en a parlé plus juste avant, que vous serez amené aussi à travailler sur des modèles de LBO. Et donc là aussi, ça va dépendre des entretiens que vous allez passer. On peut vous poser donc le LBO paper, on en a parlé, c'est le LBO sur papier. On pourra vous demander aussi de travailler sur un modèle de LBO en vous basant sur un infomémo de 30 à 40 pages où vous devrez réaliser un modèle LBO et après expliquer pourquoi vous investiriez dans cette cible. Il peut arriver aussi dans certains fonds qu'on vous laisse plus de temps. Donc, c'est-à-dire que par exemple, 2 jours pour préparer ça chez vous. Ça peut arriver, ça aussi. Donc voilà, donc ça fait partie de quelques questions qu'on peut vous poser. Donc là, je vais demander à Jonathan peut-être un auto-feedback. Pourquoi tu considères vraiment que c'est la façon dont tu as répondu, en tout cas aux questions, c'est ce qui est attendu chez un analyste en private equity. Plus qu'un stagiaire, je dirais même. Ok, bah, c'est un peu compliqué de faire des Oui, je sais que c'est compliqué. auto-feedback et merci beaucoup
pour le tien, hein, qui doit déjà été flatteur. Mais merci beaucoup. Non, je pense qu'en pratique, les choses à retenir je pense, de cette session-là même en général, si vous voulez, effectivement, et je m'excuse, hein, je l'ai répété plusieurs fois, mais je pense que lorsqu'on veut s'embarquer dans cette carrière-là et quand on veut essayer de décrocher un job, un CDI en private equity, il faut avoir en tête, et vous l'avez tous, que c'est compliqué, mais que c'est faisable. Et pour que ça soit faisable, il faut être préparé. Et encore une fois, je pense que l'aspect fit, et même parfois dans les entretiens de private equity, on passe plus de temps parfois sur le fit que sur la technique. C'est ça. Et comme l'a très bien dit Soraya, je pense qu'il est clé, c'est de raconter une histoire, c'est d'être cohérent. Et c'est effectivement un mot que je n'avais pas mentionné, mais je pense que c'est un mot qui est aussi très clé, Très la important. cohérence du parcours, de la motivation. Ok, j'ai fait ça. Et même si vous n'avez pas fait comme moi des stages en finance avant, il n'y a aucun souci parce que le private equity, comme je vous ai dit, c'est un métier qui est pluridisciplinaire et qui valorise tout type d'expérience, même les expériences, enfin même de manière très bien, hein, les expériences en entreprise, ou si vous avez créé votre propre boîte, c'est aussi très très bien valorisé. Et ça, il faut savoir le raconter. Il faut montrer le chemin le parcours et pourquoi on en est arrivé là. Et après, je pense qu'il faut, et je pense que ça va de soi, et c'est même pour vous, c'est de se renseigner parfaitement sur l'endroit dans lequel vous postulez. Et lorsque vous arrivez devant un entretien, de savoir, OK, je sais ce que vous faites. Alors parfois, on ne sait pas tout. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est bien de préparer 2-3 questions pour essayer de comprendre un peu mieux l'activité de la société. Mais je pense il faut arriver préparé, appeler les gens. Ça fait toujours plaisir quand je fais passer des entretiens. Voilà, j'ai appelé un tel, un tel, un tel. Et donc, ça prouve qu'il y a eu un effort et qu'il y a eu. Et ça, je pense que c'est vraiment assez différenciant de faire ce travail-là. Et après, sur les aspects techniques, voilà, je pense que vous avez tous fait un parcours, si vous êtes en êtes là, vous avez tous fait un parcours académique assez relevé. Et donc là, voilà, il faut être scolaire, tout simplement, reprendre tous les types de questions qui peuvent être posées en entretien, travailler. Je pense que les supports de Soraya sont excellents. Je ne les ai pas vus, mais j'imagine qu'ils sont très bons. Et je pense que voilà, il ne faut pas hésiter à demander, à prendre des supports pour effectivement s'entraîner. Les premiers entretiens, moi le premier, voilà, ça marche pas, c'est pas fluide, on n'est pas en confiance et donc c'est dur les premiers entretiens, même si on a bien préparé et c'est pour ça que l'entraînement c'est aussi clé, ce que je vous ai dit. Et donc voilà, si on est patient, motivé et que voilà, on travaille avec détermination, qu'on postule parce qu'on en parle à l'entretien, mais avant d'avoir l'entretien, il faut pouvoir être appelé. Ça, c'est assez clé. Et donc, ça, on n'en a pas parlé, mais voilà, il faut un CV qui est évidemment super clair, propre, en respectant les standards du private equity, mais ça peut être une autre séance. Une lettre de motivation pour certains. N'hésitez pas à contacter les gens sur LinkedIn. Moi, le premier, alors je réponds malheureusement plus à tout le monde, mais je reçois des messages et j'essaye d'aider quand je peux. Mais n'hésitez pas à envoyer des messages sur LinkedIn. Ça marche et ça mange beaucoup dans le private equity. Donc, plus qu'ailleurs, parce que le private equity, c'est assez informel. Donc voilà, je vais pas en dire plus. J'espère que ça vous a aidé. Alors, on va passer, merci, hein, c'est exactement ça. Et aussi pour ceux qui veulent vraiment maximiser leurs chances, comme vous le savez, vous pouvez bénéficier d'un coaching individuel, que ce soit avec Jonathan ou avec moi-même ou un autre mentor. Ça aussi, ça aide beaucoup dans des personnes qui vraiment investissent pour maximiser leurs chances d'avoir un très bon poste avec un haut salaire à la clé. On va passer maintenant aux questions. Donc là, je vois qu'il y a eu quelques questions, donc je vais regarder. Donc il y en a quelques-unes. Alors, bonjour à tous. Donc ça, c'est Noémie. Comment s'inscrire pour un coaching? Noémie, ça, j'enverrai un mail. Normalement, vous allez recevoir un mail demain. Voilà, donc vous pourrez vous inscrire directement. Alors, donc Louis, donc n'hésitez pas à activer la caméra hein, si vous voulez parler, vous pouvez tout à fait le faire. Louis de Navaille, quel est le premier deal sur lequel tu as travaillé à la BPI? Donc ça, c'est pour toi, Jonathan. Bah, c'est une question marrante parce que j'ai travaillé avec Louis, qui était le stagiaire avec qui j'ai travaillé sur ce projet. Donc, il sait très bien c'est lequel. Et je vais le dire pour tout le monde, c'est Biosindustries. Mais ça fait plaisir. Je ne sais pas si Louis est encore sur le call, mais Ah d'accord, donc vous connaissez. D'accord. je connais très bien Louis. Ok, d'accord. Ok, alors Manuel, les entretiens peuvent-ils être 100% en anglais?
En France, c'est assez rare. En France, c'est assez rare. Si évidemment on postule ailleurs, et bah, forcément, c'est en anglais. Mais en France, alors j'ai pu avoir des entretiens où l'intervieweur essaie de switcher en anglais. Ça arrive pour le coup. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois même. Mais un entretien qui est uniquement en anglais en France, aucun intérêt. Et non, je ne connais pas d'entretien qui sont 100% en anglais en France. Alors, très bien, mais ah oui, en général, ça va être français, anglais, mais 100% en anglais, c'est plutôt à l'étranger. Ouais. Alors, bonjour, est-il intéressant pour des jeunes profils de rentrer dans le private equity en banque par des postes de production tels que comptable, private equity ou valorisateur des fonds? Ou est-ce que ce choix risque d'empêcher une évolution sur des postes plus challengeants? C'est une question intéressante. Une question intéressante, ouais. Je pense que malheureusement, comment C'est dire, compliqué. les évolutions internes, enfin, en fait, il y a différents types, c'est en finance, il y a ce qu'on appelle le front office et le middle office et le back office. Malheureusement, alors peut-être ça a déjà existé, hein, je ne sais pas, mais moi en tout cas, de mon expérience, j'ai jamais vu une personne travailler en front passer en middle et en back et inversement. Et parce que c'est des profils assez différents, c'est des attentes qui sont quand même assez différentes. Et donc, mis à part, après tout est possible, hein, mais a priori, c'est compliqué. Donc, Oui, tout à c'est vrai. fait. Ouais. En fait, c'est compliqué malheureusement pour le private equity, c'est recommandé d'avoir une expérience en fusion-acquisition. Il faut au moins un stage en fusion-acquisition. Déjà, une personne qui fait un seul stage, c'est un peu plus compliqué, mais elle y arrive, hein. Mais Mm. celles qui n'en font pas du tout, c'est plus complexe. Donc, vaut mieux avoir une expérience en fusion-acquisition. Mais c'est vrai que ça, on voit ces évolutions-là, par exemple, en finance de marché. Il peut arriver que des personnes en back office ou en middle office arrivent en front, mais moins en private equity. Mm. Alors, je sais pas, donc je pense qu'il y a plus de questions. Peut-être un mot de la fin, Jonathan. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça a Merci été beaucoup à toi. intéressant. Voilà, je pense faut s'accrocher, comme pour tout, mais voilà, ça vaut le coup. Franchement, pour y être maintenant, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, pour ceux qui sont motivés, qui aiment la finance d'entreprise, qui aiment l'entreprise et qui aiment en même temps les chiffres et l'aspect finance. C'est vraiment un joli métier qui est dur parce que voilà, les horaires parfois sont compliqués, qui est assez exigeant, mais c'est un métier passionnant. Et si voilà, vous êtes passionné, en tout cas vous êtes curieux et que vous voulez voir plein de choses au cours de votre carrière, je vous recommande vivement ce métier et même en particulier à la BPI, qui est un endroit qui est super pour travailler dans ce domaine-là, clairement. Bah, merci beaucoup, Jonathan. En tout cas, tu en parles avec passion et ça fait plaisir, ça fait plaisir à voir. Et merci à tous les participants. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Encore merci, Jonathan. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.